Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Nairobi a accueilli du 7 au 9 mai 2024 un sommet africain sur les engrais, sur la fertilité des sols. L'initiative est de l'Union africaine en partenariat avec le gouvernement kényan. La rencontre a permis de faire l'état de santé des sols en Afrique et de proposer des solutions pour réajuster les stratégies déployées. L'objectif étant de stimuler la productivité des sols pour des rendements plus élevés et plus durables au service du citoyen africain. Une rencontre au cours de laquelle le Maroc a proposé une coopération stratégique avec les pays africains en matière de développement agricole, ce à travers 4 grands projets. Quels enjeux du sommet africain sur les engrais, sur la santé et la fertilité des sols? Comment la coopération entre pays africains peut permettre une agriculture durable et résiliente? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous irons en Afrique du Sud pour parler de l'African National Congress ANC qui traverse depuis quelques années une crise politique inédite, une situation due à des affaires de corruption, de mauvaise gouvernance et des départs d'anciens membres du parti vers d'autres formations politiques. C'est le cas de l'ancien président Jacob Zuma qui a fondé son propre parti reprenant le nom de l'ancienne branche militaire de l'ANC, ce qui lui a valu une suspension au sein du parti et une convocation devant le conseil disciplinaire. Des tensions politiques notées en Afrique du Sud à l'approche des élections générales le 29 mai prochain. Quelles conséquences de cette crise politique au sein de l'ANC? Tentons vers une cohabitation entre l'ANC et d'autres formations politiques. Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Mamadou Thior, journaliste et analyste politique. Merci beaucoup, Thior, d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Ravi d'être là, Daouda, et bonjour à vos téléspectateurs. Bonjour également à M. Pape Samba Mbeng, politiste, également doctorant en sciences politiques. Merci beaucoup, M. Mbeng, également d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Daouda, merci pour l'invitation et bonjour aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Et Thior, j'en reviens à vous. Je le disais en introduction, Nairobi, la capitale kenyane, a accueilli du 7 au 9 mai dernier le sommet africain sur les engrais et la santé des sols. Que vous inspire déjà un tel événement, en tout cas, initié par l'Union africaine, l'UA, et en partenariat avec le gouvernement kényan, bien sûr? Oui, ce sommet est un écho à ce qu'on appelle la déclaration d'Abuja de 2006, parce que déjà, en 2006, il y avait un tel sommet pour un peu lancer la réflexion. Et c'est fort heureux que l'Union africaine vraiment prenne conscience de l'importance de l'agriculture pour nourrir l'Afrique, parce qu'on le dit souvent, l'Afrique peut nourrir l'Afrique. Il est aberrant quand on traverse l'Afrique, soit en voiture, quand on survole en avion, de voir toutes ces terres arabes qu'on peut exploiter, mais malheureusement, faute d'engrais et faute d'intrants de manière générale, on n'arrive pas à exploiter ça. Donc, il y avait une déclaration d'Abuja, parce qu'à l'époque, on disait que, par exemple, pour ce qui est de l'hectare, actuellement, à l'époque, c'était 8 kg d'engrais à l'hectare. L'ambition est de l'amener à 50 kg à l'hectare à l'horizon 2024. On n'est pas encore à cet objectif-là. Et je pense que le sommet, c'était un peu pour rappeler aux différents États que cet objectif-là, quand même, ce serait un premier pas pour aller vers la sécurité alimentaire et l'autosuffisance agricole. Et par rapport à cette problématique que vous avez soulevée tout à l'heure, Thior, est-ce un problème aujourd'hui? Peut-on dire que c'est faute d'engrais ou bien une question de mauvaise gouvernance également de ces intrants agricoles? Oui, il y a les deux, parce que vous savez, souvent nos gouvernants, la mauvaise gouvernance, il y a beaucoup de milliards qui sont investis dans le secteur agricole et souvent même les chiffres, c'est à redire, parce qu'on vous dit qu'il y a la récolte, c'est 1 800 000 tonnes pour prendre le cas du Sénégal, par exemple, quand vous prenez l'arachide. En réalité, quand vous creusez, c'est moins de ça. Donc il y a le problème des chiffres d'ailleurs qu'il faut régler, mais ça aussi, je pense que pour ce qui est des sols, nos sols ne sont pas si fatigués que ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres sols qui sont inexploités et qui sont des sols arabes. Et le fait de faire en sorte d'avoir de bons engrais nous aidera à mettre en valeur ces sols-là. Regardez le scandale du Sénégal, les ICS.
Mais avec les ICS qu'on a laissés entre les mains des Indiens depuis des années, le Sénégal aurait pu être autosuffisant en engrais, mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'on a fait une mauvaise privatisation de ces ICS-là et les engrais qui sont produits, les ICS, au lieu que ça profite d'abord au Sénégal, vont profiter à des étrangers. Et par rapport aux ICS, je précise que ce sont les industries chimiques du Sénégal et on note aussi au Sénégal que vous avez cité tout à l'heure la question également des intrants agricoles, des engrais et autres semences même qui sont distribuées à des courtiers et non agriculteurs aujourd'hui au détriment également des agriculteurs. Et le nouveau gouvernement a pris le taureau par les cornes parce que maintenant ils vont impliquer les militaires. Et vous savez, les militaires, la distribution des semences au Sénégal, ce qui fait que la première expérience avec cette campagne de commercialisation agriculture qui est à venir, on verra parce qu'on peut être sûr d'une chose, les militaires, les intrants vont arriver à bon port. Donc ça, c'est un changement de paradigme qui va dans la bonne direction. Et Monsieur Mbengue, à l'issue de ce sommet a été adopté un plan d'action pour les engrais et la santé des sols en Afrique à l'horizon 2034, c'est-à-dire d'ici à 10 ans, visant à accroître l'accès et l'utilisation des engrais, à améliorer la gestion de la fertilité des terres, Thior l'a rappelé tout à l'heure, et à promouvoir des pratiques agricoles durables. Il a aussi été lancé ce qu'il convient d'appeler l'initiative Sol pour l'Afrique, une plateforme visant à mobiliser des ressources et à soutenir des partenariats pour la mise en œuvre aujourd'hui de ce plan d'action à l'horizon 2034. Que pensez-vous de ces différentes conclusions issues aujourd'hui du sommet de Nairobi ou de la déclaration de Nairobi sur les engrais? Tout d'abord, il est important de revenir un peu sur le contexte. Depuis le début du XXe siècle, on a constaté qu'en Afrique, il y a une dégradation des sols et ce qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, et cela impacte la capacité de production agricole, mais aussi ça impacte la sécurité alimentaire en Afrique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 2006, il y a la déclaration d'Abuja. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté cette déclaration dans le but d'augmenter l'utilisation de l'engrais qui va passer de 8 kg par hectare à 50 kg par hectare. Donc cela montre que ce sommet montre que les pays africains quand même ont une volonté politique de relever les défis, les défis de l'agriculture. Maintenant, concernant les conclusions, je pense que les conclusions ont été ambitieuses parce que cela montre que ces différents pays-là sont prêts pour quand même relever les défis de la sécurité alimentaire, mais aussi augmenter la production agricole. Et dans la même perspective même, c'est une continuité parce que déjà en 2006, il a mis en place des mécanismes africains de financement des engrais. Donc tout cela quand même entre dans le cadre de ce sommet-là. C'est juste dans le but de mieux accroître la production agricole, mais aussi d'assurer une sécurité alimentaire à ce continent. Et d'assurer une sécurité alimentaire à ce continent, vous l'avez parlé, vous l'avez dit autant pour moi tout à l'heure, que les pays africains aujourd'hui ont cette volonté politique-là pour que l'Afrique nourrisse l'Afrique. Mais est-ce que cette volonté politique seulement suffit si les actions, en tout cas, qui doivent l'accompagner ne suivent pas? En fait, il faut à chaque fois joindre la théorie à la pratique. C'est pourquoi j'ai parlé de volonté politique. Dès l'instant que ces derniers, ou les chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis au Kenya, dès l'instant qu'ils sont une volonté politique, je pense qu'ils peuvent relever les défis. Maintenant, l'essentiel, c'est de mettre en place des dispositions efficaces et efficientes pouvant leur permettre d'atteindre leurs différents objectifs. Mais comme je l'ai dit tantôt, dès l'instant qu'ils ont cette volonté politique, je pense que parce que il relève de l'urgence de régler tous les problèmes qui sont relatifs à l'agriculture. Parce que la population africaine va doubler en 2050. Et cette population-là, il faut vraiment une bonne autosuffisance alimentaire pour répondre aux besoins de ces populations-là. Donc, dès l'instant qu'ils sont une volonté politique-là, je pense que quand même, ils peuvent relever les différents défis relatifs à l'agriculture. Et par rapport à cette sécurité alimentaire nécessaire, Thior, comment les partenariats, en tout cas dans le domaine des engrais et de la santé des sols, peuvent contribuer en tout cas à stimuler une croissance dans l'agriculture africaine ou bien pour une agriculture africaine durable, surtout pour les populations dans leurs besoins?
Les Américains ont lancé un programme, c'était sous Barack Obama, qui s'appelle Feed the Future, pour appuyer les Africains dans le domaine agricole. Je pense qu'il y a une jonction qui peut se faire à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, mon co-débatteur le disait, vous prenez l'exemple ici au Sénégal, de là où la vallée du fleuve où on cultive du riz, c'est les mêmes terres qu'on utilise et on veut cultiver 2 à 3 fois, au minimum 2 fois dans la saison. Ça peut lessiver les terres. Donc c'est là où les engrais sont importants parce que forcément, si on n'arrive pas à faire de la jachère, parce que ça aussi, pour reposer les sols, on est obligé de mettre de l'engrais et de l'engrais de qualité parce qu'il y a un certain type d'engrais qui finit par appauvrir les sols. Et ça, il faut être très regardant sur la qualité des engrais. Pour revenir aux instituts chimiques du Sénégal, c'était des engrais à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, de qualité, qui auraient pu nous valoir beaucoup de satisfaction pour faire en sorte que, comme on dit qu'au Sénégal, et c'est valable dans beaucoup de pays, on dit que 60 à 70% ça donne à l'agriculture, c'est quand même un secteur qui doit être le moteur de la croissance au Sénégal. Mais pour ce qui est des partenaires, il y a les Américains qui sont dans le Feed the Future et même les autres pays, parce que c'est le multilatéralisme en termes de partenariat, tous ces gens-là, l'Union africaine peut faire en sorte de les orienter à être plus ciblés dans leur intervention. Pourquoi pas pour ce qui est du sujet en discussion, les engrais, voire des engrais de qualité, comment aider l'Afrique s'il le faut. Mais si c'est des engrais que nous pouvons produire, comme c'est le cas au Sénégal, mais produire en quantité maximale pour même pouvoir approvisionner les pays voisins, voire les autres pays d'Afrique. Et un point que vous avez soulevé, Thior, ça a été également le plaidoyer de la société civile africaine, la question de la qualité des engrais. C'est le plaidoyer en tout cas que la plupart des organisations de la société civile africaine ont porté au cours de cet événement tenu au Kenya pour alerter en tout cas sur les conséquences de l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides également de synthèse. Comment en tout cas le développement des engrais organiques adaptés au continent peut constituer une solution à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Parce que trop d'engrais nuit à la santé aussi. Pour ce qui est c'est pourquoi la qualité de l'engrais est importante. Et expliquer ça aux producteurs comment bien utiliser cet engrais. Parce que vous avez beau avoir un engrais de qualité, si les gens l'utilisent mal, les conséquences peuvent être fâcheuses même pour nous les consommateurs. Et c'est arrivé, ça et là, des cas comme ça, où quand vous consommez le produit fini venant du champ, vous sentez tout de suite qu'il y a trop d'engrais parce que l'utilisation n'a pas été peut-être bien expliquée ou bien même le producteur est gourmand parce qu'il pense que peut-être en mettant le maximum, la productivité va suivre alors que c'est pas une question de peut-être miser sur un gros rendement jusqu'à nuire aux consommateurs parce que au plan sanitaire c'est un autre problème de santé publique que ça peut poser si nous consommons de l'engrais à gogo comme on dit. Et Mbengue, pour ce qui est de l'accroissement des rendements aujourd'hui agricoles pour une organisation comme l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement SICODEV, il serait dangereux pour nous que le Sénégal accepte une politique agricole basée sur l'utilisation des engrais chimiques et des OGM, organismes génétiquement modifiés, je les cite. Selon vous, aujourd'hui, face au défi de la souveraineté alimentaire, est-ce que l'agroécologie pourrait constituer en tout cas la solution, puisque ce qu'ils utilisent le plus souvent des engrais, des OGM, des organismes génétiquement modifiés ou bien des engrais chimiques. Derrière également le soubassement, c'est l'accroissement des rendements et une courte durée pour cultiver également. Est-ce qu'aujourd'hui l'agriculture, l'agroécologie ou l'agriculture en tout cas écologique pourrait constituer une solution pour répondre à ces attentes-là? Tout à fait, autant pour moi, cela peut constituer une solution parce que l'un des enjeux même de ce sommet de Nairobi, c'est la résolution de la crise climatique. Donc c'est pourquoi il est important de privilégier cette agroécologie, c'est-à-dire on concilie l'agriculture mais aussi la protection de l'environnement. Donc c'est toujours bien de protéger l'environnement parce que si on utilise de l'engrais, cet engrais-là à tout va, sans pour autant
protéger l'environnement, cela va avoir des impacts négatifs, autrement dit des externalités négatives sur les populations africaines. C'est pourquoi il est toujours important de concilier les deux, autrement de chercher une production agricole croissante, mais aussi d'essayer parallèlement de protéger l'environnement. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de faire par les Européens avec le Green Deal, le pacte vert européen. À chaque fois, ils veulent développer leur politique agricole commune, mais tout en protégeant l'environnement. Donc en Afrique aussi. Et pour juste une contribution ou bien un exemple, pour protéger l'environnement, cela va au-delà même de leurs frontières en Europe. Par exemple, certains produits aujourd'hui qui sont issus de la déforestation sont interdits d'accès en Europe. Une façon également de protéger l'environnement dans les pays qui exportent vers la zone européenne. Tout à fait. Donc au même titre que les Européens, les Africains aussi devraient aussi protéger leur environnement, parce qu'il faut le rappeler, l'Afrique est le continent le plus, qui serait le plus touché par les changements climatiques. Donc si on utilise d'une manière pas du tout appropriée nos sols, juste pour avoir un rendement agricole important, sans tenir en compte aussi de la dégradation climatique, nous allons vraiment avoir des externalités négatives. Par rapport à ce point que vous soulevez, la question de la préservation de l'environnement, est-ce que la recherche scientifique ne pourrait pas constituer une solution? Je donne un exemple. Dans un pays par exemple comme le Sénégal, des instituts comme l'ISRA, l'Institut scientifique de recherche agricole, travaillent beaucoup également sur des semences certifiées qui aujourd'hui s'adaptent au changement climatique. Selon le climat qu'il y a dans une zone, selon également les effets de ce changement climatique, des semences en tout cas qui existent et qui s'adaptent selon ces conditions climatiques. Est-ce qu'aujourd'hui l'association de la recherche scientifique également à la production agricole ne pourrait pas constituer une solution pour mieux préserver l'environnement et faire face aussi aux défis du changement climatique? Il y a aussi le centre de suivi écologique. Le centre de suivi écologique également. Allez-y. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pourquoi on a mis en place ces différents centres-là, ces différents laboratoires. C'est d'essayer de concilier une bonne production agricole et la protection de l'environnement. Donc ces centres-là, ces centres de recherche, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle qu'ils sont là. Donc ils font des recherches dans le but de voir comment on peut mieux exploiter nos sols sans pour autant les dégrader. Donc je pense que c'est une très bonne chose de convoquer ces scientifiques-là dans le but de trouver des engrais certifiés qui ne dégradent pas les sols africains. À ce niveau, pour revenir sur l'ISRA, j'ai fait un voyage de presse il y a 10, peut-être 15 ans avec l'ISRA dans nos zones-là des îles de Saloum où les terres sont très salées. Et ils ont réussi, grâce à la recherche, à récupérer ces terres salées pour que les gens puissent continuer à cultiver le riz. Parce que moi, durant mon enfance, au village, on mangeait le riz durant toute l'année. Moi, je me rappelle, on avait des champs de riz à perte de vue. Donc, mais tout ça, ça a disparu parce que, avec la salinité des sols, et ça, l'ISRA a réussi. Malheureusement, l'importance que le gouvernement sortant avait accordée à l'ISRA n'était pas telle pour valoriser toutes ces recherches-là. Et je pense que c'est là où, par exemple, au Sénégal, le nouveau régime est attendu. Pour vraiment, les chercheurs sont en train de faire beaucoup de bonnes découvertes, mais il faut sortir tous ces résultats de la recherche et les appliquer sur le terrain. D'où la nécessité d'allier davantage, en tout cas, recherche scientifique à l'agriculture également sénégalaise, une façon en tout cas de mieux préserver l'environnement et d'avoir en tout cas des semences mieux certifiées et mieux comprendre également le fonctionnement même de nos sols. Et Thior, à ce sommet de Nairobi sur les engrais, un pays comme le Maroc s'est également engagé à partager son savoir-faire en matière agricole, ce autour de 4 grands projets que sont un consortium africain pour l'innovation en agriculture, un programme africain de formation et de certification en gestion des sols, une initiative de financement des infrastructures agricoles vertes et un observatoire africain des données et analyse des sols. Quelle lecture faites-vous en tout cas de ces propositions du Royaume? Mais les propositions du Royaume, le Maroc est un bon laboratoire. Combien de fruits sont exportés du Maroc vers le Sénégal, pour prendre le cas de ces pays-là? Et des fruits que nous pouvons, si nous arrivons à adapter un peu surtout la recherche, nous pouvons cultiver ici. Parce que le Maroc, quand même,
à développer une expertise agricole, même malgré la rareté de l'eau. Ils ont réussi quand même à domestiquer la maîtrise de l'eau. Et là, la recherche aussi a fait le travail qu'il fallait pour faire de sorte que le Maroc est quand même un géant agricole. Et je pense que on a vu qu'à ce sommet-là, le ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, a joué un rôle majeur et vraiment a donné un exemple son pays aux autres pays pour leur montrer, mais c'est possible. Nous ne faisons pas dans le fatalisme. Nous pouvons y arriver. Les terres sont là. Moi, j'ai dit, prenez un pays comme la Guinée avec le Fouta Jalon, ça peut être le château d'eau de l'Afrique. Vous allez en RD Congo avec le lac qu'ils ont, qui peut arroser l'Afrique. Donc ça veut dire que si les pays arrivent à se parler pour faire de sorte que les pays qui n'ont pas d'eau, l'eau puisse, parce qu'une chose est de disposer d'engrais, une autre est de disposer de l'eau, parce que pour faire de l'agriculture, il faut de l'eau. Malheureusement, il y a beaucoup de pays où c'est la sécheresse, mais faire des autoroutes de l'eau, comme on fait des autoroutes de la route avec du goudron. Un projet que les nouvelles autorités sénégalaises aussi veulent relancer avec les autoroutes de l'eau du Cayor. Le canal du Cayor. Ce qui a une arlésienne depuis Abdou Diouf, on nous dit toujours que c'est les Mauritaniennes qui bloquent, alors que bon, moi je dis quand même, s'il y a une volonté politique africaine, affirmée, mais les Mauritaniens ne peuvent pas empêcher au Sénégal l'eau qui est perdue à longueur de journée du fleuve Sénégal, mais on peut utiliser ça en irriguant tout le long du parcours là de ces autoroutes de l'eau, et ça permettra aux gens de faire de l'agriculture à tout moment de l'année. Et cela pourrait passer aussi par le partage de bonnes pratiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Certains aujourd'hui ont l'expertise et l'expérience en matière de gestion d'eau, d'autres peut-être d'engrais et de fertilisation des sols. Au moins l'échange ou bien le partage de bonnes pratiques pourrait constituer des solutions pour ces différents pays-là. Tout à fait. Et je pense que c'est l'intérêt de ce sommet-là de l'Union africaine, parce que comme c'est au plan africain que l'Union africaine a convié tous ces pays-là, c'est pour qu'ils arrivent à partager des expériences et chacun bénéficier un peu des expériences de l'autre pour peut-être les gens qui sont en avance comme le Maroc puissent tirer vers le haut ceux qui sont à la traîne. Et Mbengue, durant ce sommet également, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a appelé et a rappelé, autant pour moi, le lancement lors de la COP 22 de l'initiative AAA pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Nous en parlions d'ailleurs tout à l'heure, comment adapter l'agriculture au changement climatique. Et l'initiative également S, lancée en 2016 avec la République du Sénégal pour veiller à la souveraineté, à la stabilité et à la sécurité alimentaire en Afrique. Selon vous, comment davantage renforcer en tout cas la coopération entre États africains pour relever le défi de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire au-delà de toujours miser sur juste le partenariat avec l'international, comment renforcer ce partenariat entre pays africains pour aujourd'hui relever ce défi de la sécurité alimentaire? Tout à fait. Bon, il faut un benchmarking africain, c'est-à-dire il faut un partage de bonnes pratiques. D'ailleurs, le Maroc a proposé ses services. Les propositions du Maroc sont très importantes parce que déjà en Afrique, la sous-alimentation est chronique en Afrique. Qu'est-ce que la sous-alimentation? La sous-alimentation, bon, c'est un indicateur de l'insécurité alimentaire. Il est caractérisé par un accès déficient à une alimentation saine, suffisante et nutritive. Et 278 millions d'Africains sont touchés par cette sous-alimentation aiguë-là. Donc si le Maroc table sur ces trois S-là dont vous venez de dire, sur la sécurité alimentaire, donc il est important pour que tous les pays africains échangent de bonnes pratiques, parce que s'ils ne le font pas, autant pour moi, ils feront comment on appelle encore, des chevauchées solitaires pour un échec collectif. Donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure également, cette sous-alimentation est aussi notée dans des parties ou bien des régions de l'Afrique, comme aujourd'hui la zone Sahel, et également même au niveau de la Corne de l'Afrique, qui est une zone fortement marquée aussi par la sécheresse. Et la question des engrais, juste un dernier point, la question des engrais constitue aussi un enjeu géopolitique à l'échelle internationale. À titre d'exemple, lors du deuxième sommet Russie-Afrique, tenu en juillet dernier à Saint-Pétersbourg, une table ronde a été constituée
consacrée à la question intitulée « La stabilité du marché des engrais comme gage d'éradication de la faim dans les pays africains ». Face à cette situation, comment les pays africains pourraient davantage tirer leur épingle du jeu dans un partenariat gagnant-gagnant, puisque les engrais aujourd'hui, au-delà de l'agriculture, constituent aussi un enjeu géopolitique majeur? Tout à fait, cela constitue un enjeu géopolitique, mais pour ma part, il faut d'abord essayer nous de régler nos problèmes par nous-mêmes. Il faut produire nos propres engrais, parce que si on dépend toujours de l'extérieur, vous savez que il y a ce qu'on appelle la dépendance alimentaire. Si on dépend toujours de l'extérieur, on va toujours être dépendant sur le plan alimentaire des pays occidentaux. Donc d'abord, c'est nous Africains d'abord de se réunir, de voir comme on l'a fait à Nairobi, de voir comment on va utiliser l'engrais pour augmenter notre production agricole. Maintenant, si on se réunit et qu'on règle ça entre nous, on peut tisser des partenariats avec d'autres pays, et que ces partenariats aussi devraient être gagnant-gagnant. Mais d'abord, il faut régler nos problèmes par nous-mêmes ici en Afrique, mieux promouvoir le régionalisme africain, mieux promouvoir le partenariat intra-africain. Maintenant, si on parvient à relever tous les défis de ce partenariat africain sur le domaine de l'engrais, maintenant on peut tisser un partenariat avec d'autres à l'international, mais c'est-à-dire faut pas qu'il par exemple sur les ressources africaines avant de s'en ouvrir à l'international. Voilà. Une question également. Vous parliez tout à l'heure des ICS, les industries chimiques du Sénégal. Aujourd'hui, dans le cadre de ce benchmarking africain, comment aujourd'hui des expériences comme celle de l'Office chérifien des phosphates, un pays comme le Sénégal peut s'en inspirer, d'autant plus que le Sénégal est un pays également producteur de phosphate. Comment les OCP aujourd'hui, ou bien le groupe OCP peut servir d'exemple à un pays comme le Sénégal, surtout pour une meilleure gestion de la question des engrais? Ils doivent faire comme l'ont fait l'Union européenne, avoir une politique agricole commune en Afrique. Parce que quand on a une politique agricole commune, ça permettra un peu de mettre dans la besace toutes ces expériences-là. Et une chose aussi, subventionner l'agriculture, parce que vous avez vu les Américains, quand les Européens ont continué à subventionner, ils ont fait comme eux, ils le faisaient. Mais comme les Européens continuaient à ne pas écouter, et c'est ça qui est à l'origine de la crise d'ailleurs à l'OMC. Donc les subventions agricoles, parce que c'est ça qui permet de vendre à un prix qui est raisonnable. Donc n'inventons pas la roue. Avoir une politique agricole commune qui est vigoureuse, qui va permettre à l'Union africaine, pilotée par l'Union africaine, parce que là, il faut saluer cette initiative quand même, parce que souvent on critique l'Union africaine par rapport sur d'autres domaines, mais là vraiment c'était bienvenu ce sommet-là, et surtout une politique agricole commune pilotée par l'Union africaine, en tout cas pour une meilleure gestion de la question agricole, et relever aussi ce défi de la sécurité alimentaire. En seconde partie de l'émission Le Débrief, il sera question de parler de l'Afrique du Sud et de la crise notée au sein de l'ANC. C'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief sur Médian. Pape Samba Mbengue, quelle lecture faites-vous de la crise politique notée à l'ANC, le parti de feu Nelson Mandela? L'ANC est usé par 30 ans de pouvoir, parce que depuis 1994, c'est cette formation politique qui dirige l'Afrique du Sud. Et des sondages récents même ont montré que les élections du 29 mai pourraient être les premières élections perdues par l'ANC. Déjà, il est important de le rappeler, déjà pendant les élections générales de 2019, l'ANC quand même n'avait pas pu avoir 50% des suffrages. Si je ne me trompe pas, il avait 57,5%. Et en 2019, on a organisé des élections municipales. L'ANC se retrouve avec 47,5% moins de 50% des suffrages. Donc cela montre que l'ANC commence à perdre du terrain dans le landerneau politique sud-africain. À cela s'ajoute le fait que au sein de l'ANC, il y a une sorte de loi d'airain de l'oligarchie.
parce qu'il y a un groupe restreint qui maîtrise voilà, tous les leviers de l'ANC, et cela risque des dissidences. On peut donner l'exemple de Julius Malema qui était le président de la Ligue de la jeunesse de l'ANC. Il a quitté pour créer son propre parti. Voilà. Donc tous ces facteurs-là montrent que l'ANC est en crise, et que si ça continue dans cette même dynamique-là, il pourrait même, comme je l'ai dit tantôt, ne pas gagner les élections du 29 mai. Tout à fait. On reste avec cette crise que vous avez soulevée tout à l'heure. On note également des scandales de corruption, de mauvaise gouvernance, et en tout cas autres scandales au sein même de l'élite de cette coalition, de cette formation politique-là qu'est l'ANC. Jacob Zuma avait été cité dans des affaires de corruption. L'actuel président Cyril Ramaphosa dans la forte somme d'argent, plus de 500 000 $ qui avaient été découverts également dans son ranch. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique selon vous tous ces remous, en tout cas que vit ce parti nationaliste au pouvoir en Afrique du Sud? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis 1994. On peut citer plusieurs facteurs qui l'expliquent, c'est multifactoriel. Déjà au sein de l'ANCS, comme on l'a dit tout à l'heure, la corruption est endémique, parce que déjà, dans l'attribution des marchés publics, Jacob Zuma privilégiait les Indiens, parce que ce sont eux qui finançaient, voilà, qui l'accompagnent financièrement. Et ça ne respecte pas quand même les bonnes procédures d'attribution des marchés publics. Donc cela montre que sur le plan éthique, les gouvernants ne sont pas de très bons gouvernants. Donc, et c'est ce qui est frustrant pour ce qui frustre par exemple la population. Déjà, il est important de le rappeler, le chômage est important en Afrique du Sud. Donc s'il y a un mélange toxique de chômage, mais aussi d'un niveau élevé d'homicide, et tous ces facteurs-là, avec cette mauvaise gouvernance-là, cette corruption dont on parle... La question de la difficulté de l'accès à l'eau également. Tout à fait. Donc tous ces facteurs-là, et si on ajoute la corruption, va frustrer les populations, et aussi va rendre le parti ingouvernable, quoi. Voilà. D'exacerber la situation sociale et politique dans le pays. Et Thior, le nom du parti politique de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma est également source de conflits avec ses anciens camarades de l'ANC. En effet, Zuma a baptisé son parti nouvellement formé Umkhonto weSizwe, également appelé MK, ce qui veut dire la lance de la nation en Zoulou. C'était aussi le nom de la branche armée de l'ANC pendant l'apartheid. Quelles sont selon vous les chances de Zuma lors de ces élections générales prévu le 29 mai prochain? Ou si vous voulez d'abord faire une lecture par rapport à sa nouvelle formation politique. Oui, je pense que ça peut jouer au trouble fait, mais le MK n'a pas une assise nationale. Quel que soit le repos qu'on peut faire à l'ANC reste quand même au plan national bien assis, même si d'élection en élection son score baisse. Et le baromètre pour montrer l'échec cuisant des différents régimes de l'ANC, c'est tous ces étrangers qui vivent en Afrique du Sud que les Sud-Africains chassent en disant que c'est la source de leur malheur, qu'ils ne peuvent pas trouver de l'emploi. Mais est-ce que le chômage endémique soulevé tout à l'heure ne justifie pas cela? Mais ça veut dire que l'ANC n'a pas été capable de régler ce problème du chômage, ne serait-ce que peut-être à 40%. Parce que si toutes les richesses, les mines sont là-bas, si les gens n'arrivent pas à pouvoir donner de l'emploi, parce que c'était ça. Sinon, l'apartheid, c'était quoi? Les gens ne sont pas battus pour se débarrasser de l'apartheid, pour continuer à vivre dans l'extrême pauvreté, pendant que eux, les dirigeants, sont dans l'extrême opulence. Pour rappeler le vol de cette manne d'argent, c'est Cyril Ramaphosa, l'actuel président. 500 000 $. C'est énorme. Qu'est-ce que les Africains qui vivent dans les townships vont penser? Ils sont en train de faire la bamboula pendant que nous trimons tous les jours. Ils ne vont pas l'accepter. Et c'est ça que les Sud-Africains sont en train de sanctionner. Je pense que s'ils ne prennent pas garde, ils vont perdre la majorité. Peut-être ils vont toujours garder le pouvoir, parce qu'une chose avait été arrivée il y a quelques années. L'Alliance démocratique, qui est un parti majoritairement blanc, avait mis à sa tête Moussa Maïmane, un noir.
Et grâce à Moussi Maïmane, qui avait un certain charisme, un noir à la tête d'un parti blanc, ça avait convaincu pas mal de Sud-Africains noirs de commencer à voter pour l'Alliance démocratique. Malheureusement, Moussi Maïmane n'est plus là-bas. Et ça a un peu... je pensais que même c'était l'Alliance démocratique qui devait jouer le tour fait. Et c'est quand même bizarre que le MK puisse inquiéter l'ANC. Ça veut dire que ce parti-là commence à perdre de sa super. Mais concernant le MK, vous aviez dit tout à l'heure, vous aviez parlé tout à l'heure de manque d'assises au niveau national. En Afrique du Sud, vu comment le système démocratique est fait, est-ce qu'une assise nationale suffit en tout cas lors d'une élection, si l'on sait que les Sud-Africains ne votent pas souvent pour un candidat, mais pour un parti politique ou bien une formation politique, et l'ANC depuis quelques années aussi commence à perdre la confiance aujourd'hui des Sud-Africains? Oui, c'est vrai, parce que si le MK vraiment joue autour, surtout dans les bastions électoraux, jadis pour l'ANC, ça peut avoir des conséquences. Mais moi, je reste convaincu que l'ANC peut garder la main, même aux sorties des élections à venir, mais l'avertissement est sans frais. Parce que, comme l'a dit mon co-débatteur, après 30 ans de pouvoir aussi, les gens ont envie d'expérimenter autre chose. Ça, c'est dans la nature quand on vit dans une démocratie. Mesure du pouvoir. Mesure du pouvoir, quand on fait, moi je dis souvent, en donnant le cas du Sénégal, je dis, regardez, nous, tous les 12 ans, on change. Parce qu'on a envie de voir autre chose. Quelles que soient les réalisations, même si vous aviez transformé le Sénégal en merveille, les gens ont envie de voir autre chose. Et ça aussi, il faut que l'ANC puisse comprendre que, fatalement, si c'est pas cette année-là, dans 5 ans, peut-être, les prochaines élections, ils risquent d'aller dans l'opposition. Parce que le jeu du pouvoir est là, et aussi le leadership que l'ANC doit incarner pour rassurer les Sud-Africains majoritaires, ce leadership-là est quand même carent. Et Mbengue, après Julius Malema, après le départ de Julius Malema plutôt de l'ANC, pour créer il y a quelques années sa propre formation politique, l'Economic Freedom Fighters, EFF, c'est maintenant au tour de Jacob Zuma de lancer le MK. Est-ce qu'il ne se pose pas aussi au sein de l'ANC un problème de gestion de l'héritage de Mandela? Oui, on peut dire qu'il y a un problème de gestion parce que des dissidents sont notés. Vous avez cité tout à l'heure Julius. Également, Julius Malema, voilà. Jacob Zuma, ancien président de la République également. Donc ce sont des pontes du parti qui ont décidé de quitter le parti. Donc ce sont des dissidences manifestées. Concernant Julius Malema, il a créé le Parti pour la liberté économique. Donc lui, c'est un parti un peu d'extrême gauche. Donc ce qu'il veut promouvoir, c'est l'expropriation des terres, mais aussi de prendre plus en compte les besoins des Sud-Africains, mais aussi les besoins des Noirs. D'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Sud-Africains n'ont pas du tout senti la croissance du pays, parce que le coefficient de Gini de l'Afrique du Sud est de 0,75. C'est-à-dire, le coefficient de Gini, c'est l'indicateur qui permet de mesurer les inégalités. Et l'Afrique du Sud fait partie des pays les plus inégaux au monde. Donc, tous ces facteurs-là vont pousser, par exemple, certaines populations à épouser les idéologies, à épouser les vues de ces dissidents-là dont nous venions de parler, Julius Malema et Jacob Zuma. Mais moi, pour ma part, concernant Jacob Zuma, je pense que ce dernier ne pèse pas vraiment beaucoup dans le landerneau politique. Parce qu'il y a déjà des partis politiques qui l'ont devancé et qui ont un ancrage électoral beaucoup plus important que ce nouveau parti de Jacob Zuma. À l'instar de l'Alliance démocratique dont vous venez de citer, créée par un blanc, John Sedwissen. Mais aussi à côté, il y a le parti de Julius Malema, mais aussi il y a d'autres partis. Il y a d'autres petits partis, il y a même des partis religieux en Afrique du Sud. Et cet éclatement-là partisan va plus permettre aux autres partis, aux grands partis, d'éventuellement de gagner ces élections que le parti de Jacob Zuma. Tout à fait. Qui n'est plus de ce monde. Tout à fait. Quelles sont selon vous donc les chances de Malema et Zuma à ces élections prévues le 29 mai prochain? Moi, je pense que les élections, même s'il y a des gringolades sur le plan discours électoral,
concernant l'ANC, ce parti va toujours continuer à diriger le pays. Mais le problème, c'est-à-dire la menace de l'ANC est due au fait que l'Afrique du Sud est un régime parlementaire. Donc, ils risquent de partager la gouvernance avec d'autres partis, en l'occurrence l'Alliance démocratique et le parti de Julius Malema. Voilà, tout à fait. Donc, je pense que c'est la principale menace de l'ANC. Mais concernant, est-ce que ce parti va gagner ou ne va gagner, moi je table sur le fait que l'ANC pourrait gagner ces élections générales du 29 mai. Vu la situation en tout cas économique, sociale, politique du pays, une cohabitation, est-ce que ce ne sera pas qu'un nouveau blocage si l'on sait que cela peut créer également, en tout cas, un blocage sur le plan institutionnel surtout? Cela peut créer un blocage, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de menace. Donc c'est une menace du parti, mais aussi c'est une menace c'est une menace institutionnelle. Cela peut risquer une gouvernance non aboutie parce qu'il y aura des querelles de leadership entre les différents leaders. Je pense que maintenant, le dernier mot appartient à la population sud-africaine. C'est à eux maintenant de faire un arbitrage, de voir quels sont les hommes qui sont les mieux placés pour changer la gouvernance en Afrique du Sud. Et au sein de l'ANC, on peut également noter des rivalités entre Zulu et Xhosa, deux communautés sud-africaines. Cela avait d'ailleurs joué en la faveur de Jacob Zuma lors des élections de 2009. L'élection de Zuma a mis fin d'ailleurs à la domination de l'ANC par les Xhosa. Les deux premiers présidents, Mandela et Mbeki, étaient tous les deux Xhosa. Donc est-ce qu'aujourd'hui ce jeu ethnique également ne risque pas de menacer d'éclatement ou même d'affaiblir en tout cas l'électorat de l'ANC si l'on sait que certains de ces dissidents jouent sur cela? C'est le cas du président Zuma et même en partie Malema. Malheureusement, il faut le craindre parce que c'est malgré le développement de l'Afrique du Sud, c'est des gens qui sont les Noirs très traditionnalistes. Ils sont toujours à l'ère des royaumes avec des rois. Mangosuthu Buthelezi que je citais, qui est décédé maintenant, il a son royaume, il se comporte à l'époque comme un monarque, il régnait sur ces sujets. Donc même Jacob Zuma, dans la vie normale, naturelle, il a une sorte de royaume. Donc ça aussi... Même le nom de son parti est inspiré de la langue Zoulou. De la langue Zoulou. Donc tout ça, ça joue. Et malheureusement, malgré la modernité de ce pays-là, ils sont à ces considérations-là qui risquent de perdre l'ANC parce que si on en est à tel est Xhosa, tel est Zoulou, donc moi parce qu'il est Zoulou, je vais voter pour lui. Je ne regarde pas s'il est compétent ou pas, alors que c'est ça qui peut sauver l'ANC. Est-ce que les gens qu'on élise, parce que vraiment, avec le passé de Cyril Ramaphosa, c'est un entrepreneur accompli. Les gens ne s'attendaient pas à ce que lui aussi, il soit un échec, surtout après ce que les gens ont vécu, ces histoires de corruption sous Jacob Zuma. Donc c'est comme si au fur des changements des différents leaders à la tête du pays, les gens vont de déception à déception et c'est ça qui est le gros danger qui attend. Le cas de Ramaphosa, selon vous, qu'est-ce qui le justifie, surtout vu tous les attentes en tout cas et tout l'espoir qui était en tout cas que portaient les Sud-Africains à la personne de Ramaphosa, vu sa trajectoire, vu tout ce qu'il représentait également? Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'échec ou bien la situation en tout cas dans laquelle... Parce que les luttes de pouvoir en interne au sein de l'ANC, parce que la façon dont ils se sont débarrassés de Jacob Zuma, les pro-Jacob Zuma après ont mis des bâtons dans les roues de Cyril Ramaphosa. Donc en ne lui facilitant pas la tâche. Et même dernièrement, vous avez vu la présidente de l'Assemblée nationale, qui était ministre de la Défense avant la présidence de l'Assemblée, elle-même a été convoquée au tribunal pour des histoires de corruption. C'est comme si ils se sont tous passé le mot. L'intelligentsia de l'ANC, c'est comme si tout le monde est corrompu. Et vraiment, c'est déplorable. Et ben, quelles conséquences de cette crise politique au sein de l'ANC? Qu'est-ce que cela peut engendrer comme conséquence, que ce soit sur le plan politique et même pour le pays, puisque c'est le parti en tout cas qui depuis 30 ans dirige l'Afrique du Sud? Au fait, je pense que les conséquences sont nombreuses. On peut citer par exemple, ils peuvent utiliser cette crise, par exemple des acteurs politiques peuvent utiliser cette crise-là pour
privilégier une partie de la population en laissant en rade l'autre partie. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous parlez de xénophobie, c'est-à-dire la division ethnique, la fraction ethnique qu'il y a en Afrique du Sud. Cette crise de l'ANC peut davantage augmenter cette fraction ethnique-là, cette division ethnique. Il faut le rappeler, en 2021, déjà, il y avait des émeutes en Afrique du Sud, des scènes de xénophobie, en 2021, qui avaient fait 37 morts. 337 morts. Parce que les jeunes Sud-Africains estimaient que c'est à cause des étrangers qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Et cela a fait 337 morts. Et le groupe qui dirigeait ces émeutes-là a créé un parti, voilà, c'est un Zoulou qu'il a appelé Expulsion. Dans le seul but parce qu'ils pensent que ce qu'ils vivent sont causés par les étrangers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les étrangers qui sont là. Donc, grosso modo, cette crise de l'ANC peut avoir de nombreuses conséquences dans la vie politique, de l'Afrique du Sud. Déjà, sur le plan économique, les Sud-Africains n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a une inégalité vraiment très flagrante. Il y a vraiment une hausse des homicides. Donc, et tous ces facteurs-là, quand même, et si on ajoute tous ces facteurs à la crise qu'est en train de vivre l'ANC, cela va répercuter sur toute la population sud-africaine, surtout l'appareil gouvernemental sud-africain. À côté des conséquences de cette crise au sein de l'ANC, quelle lecture vous faites, vous, du bilan en tout cas de Cyril Ramaphosa? Je le rappelais tout à l'heure, je le disais en tout cas tout à l'heure à Thior, c'est quelqu'un en tout cas en qui les Sud-Africains avaient fondé beaucoup d'espoir, surtout après l'épisode Zuma et tout ce qui s'en est suivi. Vous, quel bilan tirez-vous de la gouvernance Ramaphosa? Pour ma part, c'est une gouvernance quand même mitigée. Parce que si on le compare à Jacob Zuma, on peut dire que Cyril Ramaphosa est meilleur que Jacob Zuma. Il a fait mieux. Mais Cyril Ramaphosa pourrait mieux faire. Il pourrait mieux faire dans la mesure où on avait constaté de la corruption, une corruption endémique dans la gouvernance de Jacob Zuma. Les Sud-Africains ont élu Cyril Ramaphosa pensant que ce dernier va arrêter cette corruption. Mais on s'est rendu compte que même pendant la gouvernance de Cyril Ramaphosa, il y a toujours des cas de corruption. Donc je pense que là où il a péché, c'est au niveau de cette corruption. Il n'a pas pu trouver des solutions pour vraiment enlever cette gangrène qui blesse entre guillemets l'Afrique du Sud. Est-ce que cela ne doit pas inviter à une réforme même de cette formation politique-là qu'est l'ANC? Est-ce qu'aujourd'hui l'ANC ne doit pas être adaptée aux réalités du monde actuel de 2024? On a toujours l'impression que le parti est encore dans la logique de la lutte de libération ou bien dans la logique en tout cas de la lutte anti-apartheid. Oui, le parti est toujours tenu par des vieillards, là où le pays est jeune, comme beaucoup de pays africains. Donc ils ont besoin de se réinventer en faisant confiance aux jeunes. Je prends l'exemple du Sénégal avec un président qui a 44 ans qu'on vient de lire. Et quand vous voyez, ils sont en train de mettre en place quand même beaucoup de jeunes, faire confiance aux jeunes. Parce que ça aussi, il faut que les leaders puissent refléter un peu la population. Sinon, les gens vont se décourager. Pour ce qui est de son bilan, quand vous regardez vraiment le taux de chômage qui est toujours endémique, la criminalité, on n'en parle pas, mais c'est le pays le plus dangereux au monde. On vous attaque, ça, on ne va pas raconter. Je l'ai vécu lors d'un voyage en Afrique du Sud. À un carrefour, les criminels peuvent t'attaquer et te tuer pour absolument rien du tout. Donc ça, jusqu'à présent, j'ai regardé il y a quelques jours une usine qui fabrique des voitures blindées. Parce que tellement les gens sont dans une insécurité totale. Et ça aussi, à ce niveau, Jacob Zuma était attendu. Parce que quelque part, comparé du moins, Cyril Ramaphosa était attendu. Parce que comparé au corrompu Jacob Zuma, lui, il avait plus ou moins les mains propres. Mais on a vu, il n'a pas pu éradiquer ça parce que l'exemple, c'est cette dame qui était son ministre de la Défense, devenue présidente de l'Assemblée et qui a dû démissionner d'ailleurs et qui est en ce moment en train de s'expliquer devant la justice par rapport à cette question cette affaire. de scandale de corruption
corruption, puisque la plupart de ces membres, en tout cas de l'élite de l'ANC, c'est ce qui leur est reproché. Quelle solution à cette question-là de la corruption au sein de l'ANC d'abord? Mais éviter l'argent facile, parce que Mbeng le rappelait, regardez le cas de Zuma, il était tellement malin, parce que là-bas aussi les Indiens tiennent un peu l'économie. Donc la famille Gupta, par laquelle il passait, pour vraiment arriver à avoir des moyens pour faire de la politique, mais en retour, beaucoup de marchés. Donc les leaders de l'ANC sont très portés sur l'argent et sur l'argent facile. Et ça aussi, c'est pas bien pour un pays. Quand on compare avec les Blancs du temps de l'apartheid, quand même, en termes de gestion saine, ils faisaient mieux. Et quand ils sont arrivés, ils devaient quand même faire au moins aussi mieux que les Blancs qu'ils ont remplacés. Mais là, quand on regarde, et souvent les Blancs qui étaient au pouvoir à l'époque avec les Frédéric de Klerk, les gens qui étaient sous ce régime-là rient sous cap, parce qu'ils se disent, regardez, bon, c'est vrai, ils sont majoritaires, c'est la majorité, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de l'héritage qu'on leur a laissé? Tout à fait. Et s'agissant d'affaiblissement de l'audience, les chiffres démontrent que de 70% en 2004, l'ANC s'est retrouvé en deçà même de 60% en 2019, en enregistrant à chaque fois des baisses en 2009, 65% et 2014, 62%. Aux élections locales de 2021, rappelé tout à l'heure par Mbeng, 50%, la barre des 50%. Aujourd'hui, à l'issue des élections générales du 29 mai prochain, quelles conséquences en tout cas de ce risque de cohabitation entre l'ANC et également d'autres formations politiques? Mais je pense que ce serait bon pour la démocratie même sud-africaine qu'ils aillent dans l'opposition. Parce que aussi, c'est ça aussi le jeu démocratique. À un certain moment, quand vous faites un certain nombre d'années, mais vous allez dans l'opposition apprendre et se renouveler surtout. Parce que aussi, je pense que là, le grand avantage de l'ANC, c'est que s'ils perdent d'aventure, peut-être que ce ne sera pas sur cette élection-là, ils pourront renouveler la classe politique qui est vieillissante et qui accapare le parti. Peut-être que le parti peut avoir une dose jeune, mais qui ne peut pas émerger parce que les vieux ne veulent pas leur faire de la place. C'est une cohabitation qui serait bonne, comme vous l'avez dit, pour la démocratie sud-africaine, mais peut-on en dire autant également pour le pays, vu la situation actuelle que nous relatons depuis tout à l'heure, la crise économique, la crise sociale, la question de la sécurité et tout? Mais quand les Noirs votent pour l'Alliance démocratique, ça veut dire qu'ils n'ont plus de complexe. Ils avaient confiance en l'ANC, mais ils se sont rendus compte que l'ANC, à la limite, c'est des incapables qui se sont succédés depuis juste après Mandela, que ça soit au moins Thabo Mbeki a été un peu réglo, mais depuis Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe qui a assuré l'intérim, après il y a eu Jacob Zuma, jusqu'à Cyril Ramaphosa, vraiment, les choses sont allées quelque peu de mal en pis. Et cette déception-là peut expliquer comment ils ne vont pas faire de fixation sur que forcément ça doit être un noir qui est à la tête du pays, pourvu que celui qui est à la tête du pays soit quelqu'un de capable de diriger le pays. Qui puisse répondre à leurs attentes. Et Pape Samba Mbeng, comment sauver aujourd'hui l'ANC de cette crise que traverse le parti, en tout cas depuis plusieurs années? L'un des défis pour sauver l'ANC, c'est d'abord d'éviter cette loi d'oligarchie au sein de la formation partisane. C'est-à-dire qu'il faut chasser ce groupe restreint qui monopole tous les leviers de l'ANC, parce que ce sont eux qui très souvent entraînent cette crise-là au sein de l'ANC. Il faut d'abord un changement de paradigme, il faut changer cette classe politique de l'ANC, apporter du sang neuf. Si on ne change pas de paradigme, l'ANC va toujours continuer d'être en crise. Changer de paradigme, apporter du sang neuf, c'est également miser sur la jeunesse africaine avec une population en tout cas à majorité jeune. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Mamadou Thior, journaliste et analyste politique. Merci encore M. Thior d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci également à votre co-débatteur M. Pape Samba Mbeng, politiste, également doctorant en sciences politiques. Merci aussi M. Mbeng d'avoir été avec nous. Merci Daouda, c'est partagé. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à tous qui nous suivaient et très bonne suite de programme sur nos antennes.